Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Peut-on se fier au classement des universités et des grandes écoles? Leur accorde-t-on trop d'importance par rapport à ce qu'il signifie réellement? Classement de Shanghai, SIGEM, depuis plusieurs années, les grandes écoles se disputent les premières places des classements nationaux et internationaux. Mais sur quels critères se basent ces classements? Quelle place laisse-t-il vraiment à la qualité d'un cursus ou des enseignants? Quelle autre solution possible pour trouver la bonne formation? Eh bien, réponse avec nos deux invités. Sophie Laborde-Baleine, directrice et fondatrice du réseau d'orientation Ton Avenir, et notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci. Thibaut Arnoux nous accompagne également, fondateur de Totis Média, un média étudiant pour trouver sa voie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau. Sophie Laborde-Baleine, ces classements, est-ce qu'ils ont pris selon vous une place peut-être trop importante ces dernières années dans le choix d'orientation des étudiants? Pour les écoles, je pense qu'ils ont effectivement une énorme valeur. Du point de vue des écoles? Du point de vue des écoles. Ah, ça, c'est sûr et certain. Je sais qu'elles se battent vraiment pour être dans le haut du classement, donc ça a beaucoup de valeur. Après, du côté des familles, oui, les parents, effectivement, achètent, ils sont très friands, évidemment, de tous ces classements. Dès qu'il y a un magazine qui sort avec un classement, c'est tout de suite, vous avez vu le classement de ce journal, etc. Mais maintenant, après, moi, je vois les familles, les jeunes en direct, puisqu'on les reçoit de façon individuelle, ils ont très vite compris que finalement l'expérience que j'ai des écoles, que nous avons chez Ton Avenir, puisqu'il y a plusieurs conseillers, vaut vraiment tout ça en fait. C'est vraiment il faut s'adapter vraiment à l'élève avant tout. Et le classement a de la valeur, oui, certes, évidemment, mais d'une façon qui n'est pas individuelle. Voilà, c'est ça que je dirais. Thibaut Arnoux, comment on fait pour déterminer la valeur d'une école? Quels sont les critères qu'on peut utiliser? Alors, je pense que déjà, il faut avoir un aspect assez global. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder un classement en se disant je prends ça, puis je vais m'orienter avec ce classement. C'est un cheminement qui est global. Pareil, il y a toutes sortes de classements et il faut être proactif dans sa lecture des classements en se disant, voilà, quels vont être les critères, quels sont les coefficients utilisés, fuir les classements où on ne communique pas sur la méthodologie, etc. Mais par contre, ça peut être vraiment utile de les comparer quand, par exemple, je sais pas, je souhaite faire de l'international, je souhaite m'orienter vers des métiers international, là, c'est pertinent de regarder quelles sont les écoles ou les universités qui ont plus de partenaires ou qui ont plus de double diplôme, etc. Mais certains, c'est ce que vous nous dites, en tout cas, certains classements, selon vous, sont peut-être pas très transparents sur leur manière de déterminer pourquoi telle école se retrouverait en telle ou telle position. Il faudrait plus de transparence et peut-être se baser sur d'autres critères que ceux qui sont aujourd'hui utilisés? Alors, les critères pour de nombreux médias historiques sont pertinents. Quels sont-ils? Donnez-nous quelques exemples pour qu'on comprenne bien. Comme en termes de critères? En termes de critères. Par exemple, l'insertion professionnelle. Ça veut dire que ça c'est important de comparer les universités ou les écoles en fonction du taux d'insertion professionnelle, en fonction du salaire à la sortie après un bac plus 5, etc. Ça, c'est pertinent. Ce que nous, on trouve moins pertinent, c'est parfois les classements internationaux où on va comparer les universités en fonction du nombre de prix Nobel ou de médailles Fields. Là, on ne choisit pas une université parce qu'il y a eu un ou deux prix Nobel en moins. Nous, ce qu'on dit vraiment aux lycéens, c'est qu'il faut avoir un cheminement global. Ça veut dire on se fie au classement que quand il y a une transparence avec une possibilité de lecture. Comment mieux rendre compte, Sophie Laborde-Baleine, de la qualité des cours et du cursus de certaines grandes écoles, de certaines universités, quand vous êtes face à un jeune lycéen ou à un étudiant qui veut choisir sa voie, qui veut choisir sa formation? Qu'est-ce qu'il vous pose comme question? Qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous affirmez que telle école est compétente sur tel ou tel Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a des classements d'abord qui sont différents en fonction des universités et aussi des écoles d'ingénieurs de commerce principalement. Donc, ça ne va pas être la même façon de réfléchir, on va dire. Déjà, avant tout, il faut prendre en compte l'élève, c'est-à-dire pour quelle structure d'enseignement il est fait. Ça, c'est très important. On ne va pas dire, va vite, va à l'université de Saclay, qui est une très bonne université, sous prétexte qu'elle est bonne. Enfin, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est d'abord, est-ce que je suis fait pour l'université? Et donc ça, c'est vraiment à nous, conseillers d'orientation Ton Avenir, de mettre ça en avant. Si l'élève répond effectivement oui à tout ce qui est possible, à tous les critères, on va dire, nécessaires pour faire une université, là, on peut se dire, oui, effectivement, Saclay est une bonne université, ça, je peux te la conseiller. Et
aussi, on tient compte aussi des retours de nos ex-élèves, on va dire. Ça, c'est très important, vraiment. Je trouve que je pense que vous serez d'accord, je pense que les étudiants, c'est très important d'avoir leur retour. Et moi, on est vraiment en contact direct avec les anciens élèves et ça nous permet de remonter ça aux élèves actuels et c'est super. Ouais, c'est intéressant parce que c'est ce que vous faites, Thibaut Aranou, chez Totis. Vous proposez une plateforme de mise en relation entre lycéens et étudiants. De la même manière, oui, c'est peut-être plus intéressant pour un lycéen d'avoir une interaction avec un étudiant qui va peut-être lui dire des choses plus concrètes sur le cursus. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai que nous, ça fait partie intégrante de notre projet avec Totis. C'était vraiment de mettre en relation des lycéens avec des étudiants parce qu'on ne peut pas se fier à une plaquette ou un classement, etc. Donc, c'est vrai que les interactions, les échanges, c'est ça qui font que le lycéen va se projeter dans une université ou dans une école. De quelle manière, chez Totis Média, vous aidez les jeunes dans leur choix d'orientation? Est-ce que c'est un peu comme ton avenir? Est-ce que vous vous posez avec eux? Comment ça marche? Alors, nous, on a deux grands systèmes. C'est des articles et des vidéos, donc là, vraiment de témoignages, toujours sous l'angle du témoignage. Donc, c'est des étudiants qui témoignent auprès des lycéens. On a des réseaux sociaux aussi où vraiment on répond aux questions des lycéens. Et puis, vraiment, là où on insiste, c'est cette mise en relation quotidienne de lycéens qui se disent « j'hésite entre une licence AES et une licence éco-gestion. Comment pouvez-vous m'aider ?» On lui dit contacte un étudiant en éco-gestion, un étudiant en AES, et ça te permettra de différencier les formations et de faire ton choix. Vous le mettrez en contact avec quelqu'un qui est le mieux placé peut-être pour répondre à ces questions. Sophie Laborde-Ballen, dans ce que vous nous dites, j'ai l'impression qu'il faut quand même laisser de la place au sens, à la passion. Il faut écouter le lycéen, l'étudiant. C'est peut-être ça la première chose à faire avant de choisir une formation. Mais carrément, c'est d'abord le jeune, Donc on écoute, on essaye de découvrir avec lui ses motivations, et après, je dis toujours que tout est intéressant, c'est-à-dire l'échange avec un autre étudiant, effectivement, mais l'échange aussi avec l'ami de son papa ou de sa maman, qui va faire peut-être un domaine qui pourrait l'intéresser, à une expérience professionnelle, je sais pas, une mission humanitaire, un séjour linguistique. Tout est intéressant pour que l'élève le jeune se connaisse mieux, parce qu'il faut savoir qu'à cet âge-là, ils se connaissent pas. Vraiment, quand je leur pose des questions, des fois, j'ai l'impression que c'est la première fois de leur vie qu'ils doivent y répondre. Et en fait, c'est un long cheminement, l'orientation scolaire. Je dis souvent que quand je les vois au démarrage, on a planté une petite graine et il faut que ça fasse un arbre, mais l'arbre, il n'est pas instantané. Ça, c'est pas vrai. Et donc, les palmarès, oui, ça en fait partie, c'est complémentaire. Voir un étudiant, oui, c'est complémentaire. Mais papa, maman aussi, c'est complémentaire. Et moi aussi, et je n'ai pas la science infuse pour leur amener, évidemment, comme dans une boule de cristal, je ne vois pas leur avenir. Mais en tout cas, on est tous là pour le bien du jeune et tout ça, va dans le bon sens. On a parlé des écoles, du point de vue des écoles, du point de vue des étudiants, même peut-être un peu du point de vue des parents. Quelle est la perception des recruteurs sur ces classements dont on parlait tout à l'heure? C'est important pour les recruteurs de se dire, si je recrute tel étudiant de telle école qui a été classée première dans tel classement, vous pensez que ça reste important? Oui et non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils voient énormément de classements fleurir un peu partout. Je pense qu'ils s'attachent davantage au profil des personnes. Moi, par exemple, à titre personnel, quand je cherchais un stage, c'est vrai qu'ils regardaient vraiment le parcours, les activités, et peut-être un peu moins qu'il y a 10 ans, le diplôme, l'école en question. Parce qu'aujourd'hui, avec des admissions parallèles, on peut faire toutes les formations et rejoindre une école de commerce, pour prendre cet exemple-là. Et derrière, ça ne garantit pas forcément le même niveau à la fin en entreprise. Vous êtes d'accord avec ça, Sophie? Totalement d'accord, oui. Totalement d'accord. D'ailleurs, les élèves sont toujours contents d'entendre ça. Quand je leur dis qu'ils ont toutes leurs chances, en fait, quel que soit le cursus qu'ils vont intégrer, il faut qu'ils aient confiance en eux et qu'ils se disent j'aurai ma chance, même si je fais pas HEC, même si je fais pas Polytechnique, je dois croire en moi. Et finalement, vous savez, vous avez aussi des polytechniciens ou des HEC qui n'ont pas la tête bien faite. Alors, ils ont une tête académique bien faite, bien sûr, mais finalement, est-ce que c'est ça la vérité? J'en suis pas sûre. De quelle manière vous travaillez avec... parce qu'on parlait du taux d'insertion professionnelle qui est quand même important aujourd'hui. Il y a des secteurs qui font face à des pénuries de candidats, notamment dans le numérique, un taux de chômage chez les jeunes qui est aussi très important. Quelle place vous laissez aussi
ce contact peut-être à répondre aux besoins des entreprises, vous, dans le choix d'orientation? C'est vrai que, bien sûr, évidemment, je suis là pour les mettre en garde. Attention, ce domaine-là, c'est full. Non, là, il y a beaucoup de travail. La comptabilité, par exemple, tout le monde sait qu'il y a énormément de travail, mais encore faut-il que l'étudiant soit fait pour ça. Donc, moi, je priorise d'abord pourquoi il fait l'étudiant. D'abord, parce que sinon, ça sert à rien de se dire, parce que les parents, souvent, me disent, oui, mais il faut qu'il y ait du travail. Je suis d'accord, il faut qu'il y ait du travail, mais si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous le ferez mal. C'est notamment les voies artistiques, par exemple. Ça, c'est un vrai souci, un peu moins qu'avant, je dirais, qu'il y a quelques années où les parents bloquaient vraiment. Je trouve que là, maintenant, il y a une ouverture d'esprit plus grande des parents qui acceptent d'écouter, par exemple, un jeune qui veut être artiste. Voilà. Et donc, du coup, ça permet d'ouvrir les choses et donc, du coup, de le conseiller au mieux. Et après, il faut leur faire confiance, en fait. Moi, je fais confiance à la personne qui a la niaque, c'est tout, quoi. Et il l'aura s'il aime ce qu'il fait. S'il l'aime pas, c'est embêtant. Thibaut Arnoux, quelle place vous laissez justement à cette question d'employabilité, de taux d'insertion professionnelle? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important de les amener quand même vers des filières qui embauchent? Pour le coup, je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire que nous, on fait une vraie étude au niveau des données publiques du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et ça nous permet de comparer les salaires à la sortie après un master. Il y a de vraies différences. Donc nous, on les alerte. Après, et c'est là où je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire on va pas dire à quelqu'un, même si nous on le voit souvent, je vais aller en informatique parce que les taux de salaire sont plus élevés qu'en psychologie. Non, nous on garde toujours à l'esprit que il faut se diriger là où on pense être le meilleur. Voilà, nous souvent aussi l'autre cas c'est pour le coup une sorte de reproduction sociale des parents. Ça veut dire le père a fait médecine, donc il dit va faire médecine. Si l'enfant a envie de faire une licence TAPS, il y aura aussi des métiers à condition d'être bon, de bosser. Ça c'est sans aucun doute. Il reste quelques secondes, Sophie Laborde-Ballen, pour revenir sur cette question des classements. Est-ce que cette course, selon vous, aux meilleures places, va peut-être finir par s'essouffler à un moment ? Je ne sais pas si ça va s'essouffler parce que les écoles, c'est aussi un objectif pour elles, automatiquement. Mais en tout cas, je pense que ça va s'essouffler aux yeux peut-être des familles, oui, du public en fait. Oui, sûrement. Ça finira parce que c'est une guéguerre un petit peu qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. Ça finira par s'essouffler, en tout cas du point de vue, comme dit Sophie Laborde-Ballen, du point de vue des étudiants. Je ne crois pas parce que le problème des classements, c'est que comme ils sont beaucoup lus, toujours, quels que soient les critères, quelle que soit la rédaction qui les propose, du coup ça incite évidemment les journalistes à en reproduire. Nous on le voit avec des classements, 200 000 visiteurs sur un classement, ça nous incite à travailler pour en proposer d'autres. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les Merci deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau Smart Éducation, d'avoir parlé orientation et avenir des jeunes. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.